Excellent. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je suis Jessica Lorrain, je suis coordonnatrice du secteur matières résiduelles chez Réseau Environnement. C'est un plaisir de vous accueillir là aujourd'hui pour ce webinaire et je voudrais tout d'abord vous souhaiter la bienvenue. En ce quatrième rendez-vous de la modernisation qui est présenté par Éco-entreprise Québec et propulsé par Réseau Environnement, on va tenter aujourd'hui, dans le fond, de vous présenter, dans le fond, la nouvelle entente cadre qui est d'ailleurs sortie, dans le fond, le 8 août dernier, dans le but de faciliter la transition, dans le fond, vers le nouveau système. EQ a déployé plusieurs actions de communication et de mobilisation, dont les rendez-vous. Afin de présenter ce webinaire, je suis accompagnée de Philippe Quentin, qui est vice-président Affaires publiques et relations gouvernementales, ainsi que de Mathieu Guillemette, qui est le directeur principal de la modernisation de la collecte sélective. Donc, avant d'aller dans le vif du sujet, je vous invite à écrire vos questions dans la section questions et réponses qui est au bas de votre écran tout au long de la présentation. Puis, sans plus tarder, Philippe et Mathieu, je vous laisse la parole. Merci Jessica. Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à ce quatrième webinaire, ce quatrième webinaire coproduit par Réseau Environnement et Éco-entreprise Québec, les rendez-vous de la modernisation. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. Donc, webinaire sur la nouvelle entente cadre entre Éco-entreprise Québec et les organismes municipaux pour la collecte sélective. Et pour le webinaire aujourd'hui, je suis accompagné de mon collègue Mathieu Guillemette, qui est directeur principal de la modernisation de la collecte sélective ici chez Éco-entreprise Québec. Et je suis Philippe Quentin, vice-président Affaires publiques et relations gouvernementales, également chez Éco-entreprise Québec. Donc, les 2 derniers mois ont été très occupés chez EQ pour arriver à ce qu'on vous présente aujourd'hui. On est heureux de vous retrouver. C'est donc la première moitié de l'été a été l'occasion pour notre PDG, notamment, de débuter sa tournée des municipalités qui l'a amené en Gaspésie, en Estrie et en Outaouais. Puis, on note là, un bon climat positif, puis une augmentation, une hausse de la confiance de nos partenaires municipaux qui ressort de ces discussions-là. Puis on a vu également dans le bulletin de l'Union des municipalités du Québec qu'on n'est pas les seuls à reconnaître une évolution positive dans la relation. Donc, c'est très bien pour la suite. Avant de débuter, je vais faire rapidement des petites indications pour la gestion des questions qui vont entrer en cours de route. Donc, d'abord, on va vraiment retenir les questions qui touchent au contenu du webinaire d'aujourd'hui. Et on ne va pas répondre aux questions qui sont spécifiques à la situation d'un organisme municipal. On vous invite plutôt à partager vos questions par courriel avec nous là-dessus. On va surtout pas être en mesure de répondre à vos commentaires ou aux questions qui pourraient toucher toutes les questions des obligations réglementaires pour lesquelles on n'a vraiment aucune capacité de changer les choses. Donc, tout ce qui touche les cibles, les échéanciers ou même le concept de responsabilité élargie des producteurs, ça relève vraiment des intentions et des décisions qui ont été prises par le ministère. Et donc là-dessus, on ne pourra pas vraiment changer grand-chose dans la discussion. Mais donc, si vous avez des questions individuelles, on va pouvoir y répondre séparément dans les prochains jours, comme on avait fait pour les webinaires précédents. Puis aussi, pour répondre au plus grand nombre de questions, je vais gérer les questions et on pourrait décider de combiner certaines des questions pour répondre à plusieurs en même temps. Donc, si jamais le libellé de votre question en tant que tel n'est pas repris, ça peut être parce qu'on l'a combiné avec une autre. Donc, on va prendre une première série de questions au milieu de la présentation. Si jamais vous avez des questions sur les effets, un peu de contexte générique du début, je pourrais peut-être y répondre après 2-3 diapos, mais autrement, on va attendre une dizaine de diapos avant de faire la première série de questions et ensuite un deuxième bloc à la toute fin. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions là, au fil de la présentation pour qu'on puisse y répondre lors des blocs de questions-réponses. Sans plus tarder, on va passer le vif du sujet, donc la présentation d'aujourd'hui. Donc, premier point, Mathieu, tu peux peut-être essayer de passer. Voilà, exactement, merci. On a un constat unanime qui a déjà été entendu depuis plusieurs années. Le statu quo n'est plus une option dans la collecte sélective. C'est important d'avoir une vision et une gestion systémique de notre système pour s'assurer qu'on puisse être en mesure aussi d'avoir la responsabilité de planifier, de mettre en œuvre, que tout ça soit géré par
un seul organisme ou soit transféré aux entreprises pour qu'on fasse du sens dans le système puis qu'on ait le plus d'harmonisation possible pour pouvoir aller atteindre des niveaux de performance qu'on n'a pas pu atteindre jusqu'à présent avec un système qui est un peu plus en silo. Donc, avec ça, on a une planification territoriale optimisée où est-ce qu'on passe de l'échelle locale de contrats et de systèmes à une échelle provinciale. Puis on peut aussi, avec ça, optimiser le transport, le tri, puis la mise en marché des matières qui vont être valorisées dans le cadre de ce processus-là. Donc, Éco-entreprise Québec, en tant que l'organisme de gestion désigné, va donner les contrats pour les différentes étapes de la chaîne de valeur avec, naturellement, un partenaire clé, les organismes municipaux, pour la partie de collecte et transport et services de première ligne. Puis, le point des regroupements, vraiment important, on veut s'assurer de pouvoir pas juste regrouper au niveau des organismes municipaux, mais aussi regrouper les matières ensemble, pooler, comme on dit en anglais, pour s'assurer d'avoir plus de volume, pour être en mesure d'avoir une meilleure performance, autant financière que de performance du système pour aller chercher plus de matière qu'on est capable de valoriser. La feuille de route pour les prochaines années, je vais vous éviter une lecture complète de ce qui apparaît à l'écran, mais ce qu'il faut surtout retenir de tout ça, c'est qu'on a un élargissement des responsabilités pour l'organisme de gestion désigné, et cet élargissement-là ne va pas se faire instantanément. Vous voyez que c'est une feuille de route qui s'étale sur un horizon 7 à 8 ans. On ne va pas arriver tout faire en même temps. On est un peu comme on regarde un éléphant qu'on va manger une bouchée à la fois au cours des prochaines années. Donc, tout ne va pas s'appliquer en 2025. C'est une bonne nouvelle parce que je pense que quand vous voyez ce qui est sur la table, il y a beaucoup d'éléments à gérer très rapidement. Mais l'idée, c'est que ça nous donne le temps de faire les choses le mieux possible au cours des 7 à 8 prochaines années. Puis, rapidement, c'est quoi les avantages importants qu'on peut regarder au niveau de la relation avec les organismes municipaux par rapport au système actuel? En fait, on voit qu'il y a des avantages financiers quand même très importants parce que jusqu'à présent, dans le système, le régime de compensation, vous étiez payé en fonction de des coûts qui suivaient un facteur de performance et efficacité, le facteur PE, selon votre groupe. Donc, ça pouvait être très technique, tout ça. Il y avait des frais de gestion déjà fixes qui avaient été identifiés, puis un montant aussi pour vos outils de collecte. On passe maintenant dans un système où est-ce qu'on va rembourser le coût réel des dépenses, puis il va y avoir des compensations qui vont inclure aussi tout ce qui est intervention terrain auprès des citoyens, l'information municipale, le service à la clientèle, les frais de gestion aussi qui vont être bonifiés par rapport à ce qu'on a présentement. Et finalement, on va aussi couvrir la fourniture et l'entretien des contenants qui va être géré par IEQ. Puis vous voyez qu'au niveau du traitement de la matière, le tri, vous n'avez plus à vous préoccuper de ça parce que nous allons pouvoir gérer ces étapes-là directement dans nos relations contractuelles avec la chaîne de valeur. Je vais laisser la parole à Mathieu pour les diapos de ce qui, je pense, vous intéresser pour aujourd'hui, c'est-à-dire le contenu de la nouvelle mouture de l'entente cadre. Merci Philippe. On va commencer par un rappel de l'entente cadre, en fait, à quoi ça rime pour ceux qui auraient manqué les épisodes précédents. Évidemment, il y a l'entente cadre qui est le modèle qui est utilisé pour l'ensemble des contrats qui seront signés avec les organismes municipaux, les communautés autochtones, les régies intermunicipales, etc. Cette entente-là va venir être personnalisée par, on a été très originaux ici, un formulaire de personnalisation qui va venir alimenter les annexes de personnalisation. Et dit simplement, chaque entente cadre, chaque entente modèle va être personnalisée pour tenir compte de la réalité locale spécifique, du nombre d'unités d'occupation desservies, de la desserte des ICI, petits et moins petits, des lieux publics, etc. Donc, c'est le modèle qu'on utilise. Ce qui a été rendu public le 8 août dernier, c'est l'entente cadre. Et c'est aussi le formulaire de personnalisation qui est accessible en ligne maintenant pour les organismes signataires. Vous le savez, au cours des dernières semaines, on avait publié une première entente cadre le 8 mai dernier et on a eu beaucoup d'échanges avec nos partenaires municipaux au cours des 2 derniers mois.
des 3 derniers mois, en fait. Et ce, à travers, entre autres, on avait un comité de concertation qui était en place avec les organismes municipaux, mais aussi via les associations municipales, la FQM et l'UMQ. Beaucoup de commentaires aussi qu'on a reçus de municipalités. Ça nous a amené à faire une révision vraiment complète de la première version de l'entente cadre. Article par article, on a tout revu. En fait, c'est plus de 150 modifications qui ont été apportées à l'entente. Donc, essentiellement, le document de 96 pages que vous avez vu en ligne, c'est vraiment une nouvelle entente cadre. Donc, on a tout revu et c'est ce qu'on va vous présenter dans les grandes lignes aujourd'hui. L'objectif des changements, en fait, on peut dire qu'il y avait un objectif méta ou supérieur derrière tout ça, c'est d'en arriver vraiment à une entente cadre qui reflétait mieux l'intention des IEQ, d'être en mode collaboration, d'être en mode partenariat avec vous, les municipalités. Et donc, on a amené des allègements significatifs au niveau de la reddition de comptes, l'élimination d'éléments peut-être redondants ou superflus, de régler certains enjeux liés à la compétence des organismes municipaux, de remplacer des pénalités associées aux gestes citoyens par une approche de collaboration et de favoriser de façon générale la souplesse dans l'entente qu'on va devoir, avec lesquelles on va vivre pendant les prochaines années. Donc, on va y aller élément par élément. Évidemment, on ne passera pas les 150 modifications à l'entente, c'est bien évident, mais c'est quelques éléments qu'on jugeait pertinent de relever pour que vous puissiez en prendre connaissance pour ceux qui n'ont pas eu encore l'occasion de lire l'entente cadre dans son entièreté. Donc, d'abord, au niveau de l'allègement et l'élimination des éléments superflus et redondants, par exemple, on a supprimé l'obligation de fournir systématiquement des permis, des rapports de suivi contractuel, les rapports d'anomélie, etc. C'est des documents que les organismes municipaux vont devoir conserver, évidemment, pendant un certain délai et qui pourront être partagés à IEQ sur demande, mais qui ne seront pas partagés systématiquement. On ne voulait pas se retrouver avec des boîtes et des boîtes de rapports ou versions électroniques, évidemment, mais ça revient au même. C'était beaucoup de paperasse à gérer, donc on a beaucoup allégé ce volet-là. On a supprimé quelques obligations, par exemple, de conserver légalement la compétence durant toute la durée de l'entente. Évidemment, c'est un contrat qui nous lie entre nous et l'organisme municipal, mais cette obligation-là était jugée redondante par des représentants municipaux. Donc, c'est un exemple d'allègement qu'on a fait. Les avis d'incident aussi, c'est un autre élément qu'on a supprimé. On nous a partagé le fait qu'il y avait beaucoup d'avis d'incident, par exemple, qui étaient transmis, qui étaient compilés, en fait, par les organismes municipaux par rapport aux services de collecte. Et donc, comme on ne voulait pas alourdir le fardeau administratif des organismes municipaux et le nôtre par la même occasion, on a supprimé cette obligation-là. Un autre élément qu'on a ajusté à la suggestion des municipalités, c'était de permettre finalement qu'une municipalité soit auto-assurée, donc de ne pas obliger d'avoir une assurance externe, une assurance responsabilité externe lorsque pertinent, mais que ce soit la municipalité auto-assurée finalement qui le fasse. Et puis, une autre obligation qu'on a supprimée, c'est l'obligation de transmettre la liste des multilogements, le nom des propriétaires et les coordonnées des propriétaires des multilogements et des ICI non desservis dès le début de l'entente. Évidemment, on va être en mode collaboration pour s'assurer de la desserte de ces clientèles-là, qui est imposée à Éco-entreprise Québec, mais l'obligation de transmettre la liste est levée. Autre allègement, le retrait du seuil de contamination maximale qui est imposé de 20 % dans les bacs hors foyer, dans les lieux publics extérieurs. En fait, si on prend la terminologie de l'entente et du règlement, donc ça a été retiré. Évidemment qu'il y aura un contrôle qui devra être fait au niveau de la qualité, mais ça ne sera pas imposé avec un seuil de 20 %. La suppression de maintenir aussi un registre des bacs roulants et des équipements de récupération dans les lieux publics extérieurs. On nous a partagé, les organismes municipaux nous ont partagé à quel point ça pouvait être lourd de maintenir un tel registre. Et au final, on peut atteindre les mêmes objectifs de suivi et de contrôle de ce volet-là sans demander, imposer ce fardeau-là aux organismes municipaux. Et puis, on a aussi allégé la reddition de comptes nécessaire pour le remboursement des coûts de collecte. Donc, plusieurs des articles à cet égard-là ont été simplement supprimés. Ensuite, il y avait des enjeux liés à la compétence de certains organismes municipaux. Vous le savez, on met de l'avant la question des regroupements. Depuis le début de la transition vers la modernisation, ça fait bientôt 5 ans qu'on y travaille tous ensemble. Et ça a amené certains enjeux pour des municipalités régionales de comté, par exemple, ou des régies
qui se voit déléguer une partie de la compétence au niveau de la collecte sélective, mais pas l'ensemble des pouvoirs et des leviers qui peuvent relever d'une municipalité locale. Donc, on a réglé certains enjeux soulevés par des municipalités. Par exemple, au niveau de la réglementation des municipalités locales ou des communautés autochtones ou des arrondissements, par exemple, qui sont sous un parapluie plus large d'un organisme municipal ou d'une MRC ou d'une régie qui va être signataire avec Coentreprise Québec, mais on a retiré l'obligation qui était faite initialement à l'organisme signataire de s'assurer de la conformité réglementaire des municipalités locales, par exemple, qui font partie du regroupement. Aussi, la question de la taxation, évidemment, par exemple, une MRC qui signe pour ces municipalités qui la constituent n'aura pas l'obligation de s'assurer que la municipalité locale ne taxe pas ses citoyens pour la collecte sélective. Évidemment, si Éco-entreprise Québec, on constate que c'est le cas, dans un esprit de collaboration et de partenariat, on va faire la chose raisonnable, on va prendre le téléphone et on va parler avec la municipalité locale pour voir qu'est-ce qui peut être fait pour régler cette situation-là. Pour ce qui est de l'organisme signataire aussi, il y aura la possibilité de confier certaines activités à la municipalité locale ou la communauté autochtone ou encore l'arrondissement qui actuellement gère ce service-là. Par exemple, on nous a partagé que les lieux publics extérieurs étaient parfois gérés par la municipalité locale, même si la collecte sélective était déléguée à la MRC. Idem, par exemple, pour la gestion des bacs roulants ou encore le service à la clientèle, qui peut être assumé par le numéro 3.1 de la municipalité locale et non pas par la MRC. Donc, dans ce cas-là, l'entente, maintenant, permet effectivement à ce qu'une MRC, par exemple, délègue ou s'entende avec ces municipalités locales pour que ce soit elles qui offrent ce service-là. Une des préoccupations partagées par des municipalités était la question de l'obligation d'accepter en éco-centre les bombes à aérosols et le polystyrène de protection. On a donc changé dans la nouvelle entente cette prescription-là pour faire en sorte que maintenant, les signataires auront la possibilité, que ce soit encore une fois le regroupement ou une municipalité locale, par exemple, soit dédommagés financièrement pour la récupération des bombes à aérosols et du polystyrène de protection, mais ça ne sera plus obligatoire. Évidemment, on a des objectifs qui sont fixés par le gouvernement, qui sont très ambitieux en termes de taux de récupération et de recyclage pour toutes les matières. Donc, nous, on se doit d'atteindre ces objectifs-là. On va être en mode collaboration avec les organismes municipaux pour s'assurer d'une desserte qui soit le plus large possible sur le territoire québécois et avec une compensation financière de Éco-entreprise Québec, évidemment. Encore une fois, pour ce qui est des compétences locales versus des compétences régionales, il y avait la question de la gestion des écocentres et encore aussi des points d'apport volontaire. Donc, on a sorti du cœur de l'entente la question des écocentres et des points d'apport volontaire pour en faire une annexe. Mais cette annexe-là pourra même être complètement sortie d'une entente pour faire l'objet d'une entente très spécifique. Je pense que j'ai tourné en rond dans mon explication, Philippe, je vais recommencer. Dit autrement, il ne faut pas que je te fasse rire avec ton mauvais rhume. Dit autrement, il pourra y avoir des ententes spécifiques, ponctuelles avec des municipalités locales qui gèrent elles-mêmes leur écocentre, donc qui n'auraient pas délégué la gestion d'un écocentre, par exemple, à leur municipalité régionale de comté. Philippe, on est-tu rendu à la première période de questions? Il nous reste une diapo. Oui, merci. Ça, c'est un intéressant. On a eu beaucoup de rencontres avec nos partenaires municipaux au cours des derniers mois et un des enjeux qui revenait comme étant un des principaux pour les municipalités, sinon le principal, et je ne veux pas parler pour vous, c'était la question du contrôle de la contamination. Vous le savez, au Québec, on a un taux de contamination de 10,5 historiquement, selon la caractérisation précédente. Je peux vous dire qu'on est en train de finaliser les résultats de la caractérisation toute récente, là, qui ne seront pas publiés avant quelques semaines, évidemment. Mais malheureusement, le taux de contamination, il n'est pas à la baisse, il est même légèrement à la hausse. Donc, c'est un enjeu de coût, évidemment, mais c'est un enjeu de santé et sécurité pour les collecteurs et aussi en centre de tri. Vous savez, quand une batterie cellulaire explose ou qu'une seringue se retrouve sur le convoyeur de tri, c'est un enjeu pour nos trieurs. Cela dit, on a changé l'approche. L'approche initiale était beaucoup plus prescriptive et pénalisante pour les municipalités. On a retiré cette approche-là pour adopter une approche de collaboration.
ce que nos partenaires municipaux nous ont bien fait comprendre, c'est qu'on partage clairement le même objectif de réduire la contamination, mais qu'il fallait trouver une approche qui convienne aux deux parties. Donc, ce que vous voyez ici à l'écran, c'est le résumé de la modification qu'on a apportée à l'entente. C'est d'une part, on a retiré toute la question des pénalités pour la première entente. Donc, il n'y aura pas de pénalité imposée aux organismes municipaux en fonction des taux de contamination observés. Le seuil de contamination de 10,5 qu'on avait fixé initialement, ça saute également. L'obligation de contrôler 1/5 des foyers annuellement également. Ce qu'on a proposé dans l'entente, c'est une prise en compte du taux de contamination de la municipalité signataire, de l'organisme municipal, qui sera mesuré dès la première année. Au cours de la deuxième année, l'organisme municipal produira un plan de réduction de la contamination qui sera évidemment financé par Éco-entreprise Québec via l'entente et une mise en œuvre au cours de la troisième année. Donc, on est beaucoup plus en mode collaboration. On va tenir compte des réalités locales de chaque organisme municipal qui pourrait privilégier une approche plutôt qu'une autre. On se base sur le constat qu'on a fait tous ensemble qu'il faut agir sur la contamination, mais dans un mode de partenariat. Philippe, est-ce que nous avons des questions? Oui. Bien, en fait, la première question qu'on a eue jusqu'à maintenant, c'était de savoir si on va mettre en ligne la présentation. Et la réponse est oui. Le lien aussi le lien vers l'enregistrement va être aussi disponible rapidement, comme pour les autres webinaires qui ont eu lieu jusqu'à présent. Donc, aucun souci sur ce point-là. L'objectif même, c'est de pouvoir faire en sorte que vous ayez un bon leave behind pour la suite. Question. On a une première question concernant est-ce que ce serait possible que deux organismes puissent être co-signataires de l'entente pour un même territoire? La réponse courte, a priori, non. Ça prend une entente pour le territoire. Cela dit, si c'est un cas particulier, là, j'ai de la difficulté à savoir, puis c'est une question anonyme, donc j'ai la misère à personnaliser la réponse. Est-ce qu'il pourrait y avoir un cas particulier de deux signataires qui devraient signer? Par exemple, je l'ai dit tout à l'heure, les écocentres peuvent être gérés par l'autorité locale, même si l'entente est signée au niveau de la MRC. Ça, c'est des choses qu'on l'a permis dans la nouvelle entente cadre. Ou encore, il pourrait y avoir deux ou trois mêmes signataires qui se répartiraient, par exemple, un même territoire d'une même MRC. Ça aussi, c'est possible. C'est des choses qui sont envisagées par certains organismes municipaux lorsque la taille des municipalités est suffisante, parce que ça favorise les regroupements, mais ça peut être deux ou trois organismes. Donc j'espère que je réponds à la question, mais si vous avez des questions très spécifiques, d'une part, ça peut être mis dans le formulaire de personnalisation que vous avez à compléter. D'autre part, je vous invite à communiquer avec nous aussi directement pour ce cas qui semble très spécifique. Et là, j'essaie d'imaginer, je vois la carte du Québec, je ne vois pas où ça peut s'appliquer, mais revenez-nous par courriel, puis on verra ce qui peut être fait là-dessus. Puis un point important, c'est que si jamais dans une situation, on a des MRC qui ont peut-être deux regroupements possibles, encore une fois, c'est possible de faire ça. On ne va pas juste exiger. C'est préférable d'avoir un regroupement au niveau de la MRC, mais on comprend dans plusieurs cas qu'on pourrait avoir plusieurs regroupements à l'intérieur de la MRC. L'important, c'est d'avoir des regroupements. On a une question de Nancy Roy qui dit quoi faire si on veut qu'une entente soit signée directement avec une municipalité locale. Je peux peut-être répondre encore une fois, ça va dépendre de la taille de la municipalité locale. Quand on a des plus petites municipalités, l'important, c'est de pouvoir, encore une fois, aller vers des regroupements. On ne va pas exiger de seuil à atteindre pour les regroupements. L'important, c'est d'avoir des regroupements pour faciliter la gestion et l'intégration des services. Mais en tant que tel, si dans certains cas, on a des municipalités individuelles qui sont de bonne taille avec lesquelles on peut signer directement, c'est juste à ce moment-là de remplir l'information sur la plateforme vous allez voir plus loin dans la présentation pour pouvoir ensuite procéder aux prochaines étapes. Il y a une autre question sur les bombes à aérosol et le polystyrène de protection qu'on exige de les récupérer dans des contenants dédiés ou dans de collecte à part. Où ces matières doivent être acheminées? Est-ce que c'est dans un centre de transfert, ça peut être possible? Le transport des matières est dispendieux, puis ça n'a pas nécessairement beaucoup de poids, mais beaucoup de volume.
Est-ce que tu veux peut-être, Mathieu, Oui. réitérer ce qu'on... Je peux compléter là-dessus, effectivement. C'est une bonne question. Merci, Marie-Josée. Évidemment, pour ce qui est de la collecte des matières en écocentre, vous avez vu, l'annexe vient préciser les grands paramètres de ce qui est récupéré en écocentre et les modalités de compensation pour l'utilisation de l'écocentre. Au niveau de la collecte des matières et de l'acheminement au concessionnaire recycleur, comme on est à la fois responsable et propriétaire de la matière, c'est IEQ qui va assumer les coûts. Maintenant, les modalités seront déterminées au cas par cas. Donc, dans le cas de votre territoire, Marie-Josée, on verra en fonction de la destination possible pour ces matières-là, mais les coûts vont être assumés par IEQ. Effectivement, pour le polystyrène, il y a des enjeux de transport, on le sait. On va travailler à moyen terme à des projets pilotes, tester des approches de densification pour ceux qui ne le font pas déjà. Donc, c'est toutes des considérations envisagées. Pour ce qui est des bombes à aérosols, on sait qu'il y a des enjeux. Il y a des bombes à aérosols qui sont sous la responsabilité des entreprises Québec, d'autres qui ne le sont pas. Par exemple, les bombes à aérosols qui contiennent des matières dangereuses ou encore des bombes à aérosols qui sont visées par d'autres régimes de responsabilité des producteurs. Donc, évidemment, nous, on va prendre la responsabilité pour les bombes à aérosols qui sont sous notre responsabilité légale et on va s'assurer quand même que le paiement pour la collecte et le traitement de ces matières-là soit fait vraiment pour les matières qui sont visées par IEQ. Tout ça va faire l'objet de discussions bilatérales avec vous et avec chacun des signataires pour assurer que les façons de faire qui peuvent différer d'un écocentre à l'autre soient prises en considération. On a des questions concernant le plan de réduction de contamination ou calcul du taux de contamination. Question de Monique, Julie. Est-ce que le plan de réduction de la contamination est obligatoire, peu importe le taux de contamination de la municipalité? Oui, l'approche de réduction de la contamination va être applicable à tous les organismes municipaux. Évidemment, l'idée, c'est d'avoir un plan qui soit adapté à la réalité. À l'heure actuelle, au Québec, il y a peu de municipalités qui sont dans des taux de contamination très, très, très faibles. Le cas échéant, après la première année, on va mesurer le taux de contamination de toute façon de votre territoire. Et c'est là qu'on verra les mesures qui peuvent être prises ou non sur votre territoire. Puis si une municipalité est à 1 ou 2 on pourra peut-être réévaluer, mais en deçà de ça, il y a certainement de l'amélioration qui peut se faire sur l'ensemble du territoire. Justement, une question sur la manière de mesurer la contamination lors de la première année. Là. Martin et Stéphanie, des questions là-dessus. Est-ce qu'on pourrait donner une petite idée de comment mesurer la contamination? Oui, puis je pense que Stéphanie, tu as déjà travaillé pour un consultant qui faisait de la caractérisation, si je ne me trompe pas, mais oui, on va utiliser les protocoles d'échantillonnage, je dirais standard de caractérisation. On a déjà fait faire une étude statistique pour s'assurer que le nombre d'échantillons serait représentatif, que ça soit multi-saison, donc on ne va pas juste passer une semaine pendant l'été, pendant les vacances de la construction ou juste après Noël. Donc, effectivement, le protocole est en cours de développement. Et c'est nous qui allons assumer évidemment les coûts des caractérisations pour déterminer le seuil de contamination de départ. Marie-Josée demandait si on a un taux maximal de contamination qu'on vise ou qu'on souhaiterait voir. Taux maximal, non. L'idée, c'est vraiment de partir du taux de contamination sur votre territoire et de réduire ce taux-là. On a une question concernant la fourniture et l'entretien des contenants. Savoir un peu comment ça fonctionnerait, la fourniture et l'entretien avec les municipalités. Tout à fait. Merci pour ta question, Michael. Effectivement, on voit que certains organismes municipaux qui ont adopté des approches différentes pour la fourniture des contenants que ce qui est écrit dans l'entente. Je ne veux pas rentrer trop dans les détails, ta question est très pertinente, Michael, mais ça fera l'objet de discussions bilatérales. Donc, dans l'annexe de personnalisation, vous pourrez indiquer votre approche particulière pour les contenants et on pourra voir à ce moment-là qu'est-ce qui peut être applicable à votre territoire. On a une question qui revient tantôt au regroupement. C'est quoi une municipalité de bonne taille pour IEQ? Je pense que ça varie selon les régions. Si on est dans une MRC qui a une vingtaine de municipalités toutes petites, on ne va pas nécessairement considérer ce que ça veut dire de bonne taille versus
une MRC avec 2 municipalités de plus de 50 000 habitants. Ça ne va pas être la même chose. Donc, disons que là-dessus, ça dépend vraiment de la situation de la région en question. On ne veut pas forcer des seuils qui sont mur à mur à travers le Québec. Là, on est conscient qu'on est dans des situations qui peuvent être très différentes d'une région à l'autre. Donc, on vous a entendu là-dessus. On a une question concernant l'accompagnement pour justement les regroupements. Savoir donc si on est en mesure de fournir des exemples de résultats de pistes de regroupement pour choisir la meilleure formule dans le cas où un territoire aurait donc besoin de regrouper plusieurs organismes ensemble pour arriver à faire une entente avec nous. Ouais, pour ce qui est des regroupements, vous avez quelques références et on pourra vous orienter. Là, on vous invite à communiquer avec nous. Pour ce qui est des regroupements. Évidemment, nous, l'objectif, ce n'est pas d'imposer des approches d'aucune façon. Il y a plusieurs voies qui existent. Pour le regroupement, on voit des ententes intermunicipales, on voit des délégations au MRC, la création de régions. En fait, vous les connaissez de façon générale, les approches. C'est certain qu'il y a des consultants qui offrent déjà ces services d'accompagnement-là pour les regroupements, vous les connaissez. Le ministère des Affaires municipales, le MAMACH aussi, offre du support, de l'information et un programme aussi d'aide financière pour faciliter les regroupements. Donc, ça, c'est des ressources qui existent. Plus spécifiquement, si vous voulez communiquer avec nous suite à la rencontre, on pourra peut-être vous orienter aussi sur des modèles comparables aux vôtres. Vous pourrez discuter avec des pairs, des MRC voisines ou des municipalités voisines qui ont déjà réussi un regroupement. Vous pourrez vous en inspirer aussi. C'est souvent notre source d'inspiration de cas à succès. Une autre question sur les bacs, donc l'équipement de Jérôme qui demande si les municipalités ont la compétence pour la gestion des bacs. Est-ce que dans une seule MRC, certaines municipalités pourraient choisir d'effectuer la gestion elles-mêmes et d'autres d'aller avec le fournisseur identifié par IEQ? Oui, on ne veut pas imposer un modèle mur à mur si déjà dans votre MRC, par exemple, il y a un système qui fonctionne. Vous l'avez vu dans l'entente, IEQ prend en charge la gestion des bacs, doit s'assurer d'acheter les bacs et faire en sorte que les fournisseurs soient quand même les fournisseurs qui sont identifiés par IEQ et donc IEQ va payer. Mais pour ce qui est de la distribution, de l'entretien, vous avez vu, là, on offre de la flexibilité, hein, c'est le maître mot, je pense, de la nouvelle entente. Donc, il y aura moyen, effectivement, d'avoir quelque chose qui colle à votre réalité. Toujours sur la fourniture de bacs, une question par rapport au 1er janvier 2025. S'il n'y a pas de bac roulant dans une région, ou dans un secteur, est-ce que les sacs et les petits bacs ouverts vont être encore acceptés? Est-ce que la fourniture de bacs roulants pour les citoyens débute à partir du 1er janvier 2025? Puis peut-être répondre en même temps, qu'en est-il pour les équipements qui sont déjà en place au 31 décembre 2024? Qu'est-ce qui se passe pour les citoyens par rapport à ces équipements-là? Oui, tout à fait. Dans le fond, là, ce qu'on veut, c'est une transition qui va se faire de façon graduelle, progressive et sans heurts pour le citoyen. Ce qu'on veut éviter, par contre, c'est quand même une variété d'outils de collecte sur l'ensemble du territoire québécois. Les bacs roulants, pourquoi c'est dans l'entente? C'est que, évidemment, selon les bonnes pratiques, on a parlé beaucoup d'organismes municipaux et de collecteurs, les bonnes pratiques, c'est d'avoir effectivement, idéalement, un bac roulant de 360 litres collecté de façon mécanisée. Une fois ça dit, il peut y avoir des contextes particuliers qui font en sorte qu'il n'y a pas de place pour mettre des bacs roulants. Je sais souvent nos amis de Québec, dans le Vieux-Québec, oubliez ça d'avoir des bacs roulants pour y avoir habité longtemps, ça ne rentrerait juste pas. Bon, bien, évidemment, il y a des situations particulières qui peuvent justifier d'avoir d'autres types de contenants. Ou encore une municipalité qui, à l'heure actuelle, a un petit bac de format particulier. Je pense au petit bac de la Ville de Montréal. Si on va vers une transition vers du bac roulant, si c'est possible de le faire et souhaitable, on va le faire de façon graduelle. Et si ce n'est pas possible à cause du milieu bâti, bien, ça, c'est une dérogation qui sera autorisée dans l'annexe de personnalisation. Je pense que pour répondre à certaines questions qu'on a vues tantôt à propos des bacs roulants, le 1er janvier 2025, tout ne va pas changer du jour au lendemain. On ne va pas remplacer la flotte de bacs du Québec avant le 1er janvier 2025. On en a pour plusieurs années même. Donc, là-dessus, on est assez réaliste. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire au 1er janvier 2025?
soyez assurés là, qu'on va pas forcer des changements drastiques partout en même temps. Ce n'est pas ça l'objectif. On est conscient que ça va prendre plusieurs années et encore une fois, on veut faire le travail correctement pour que ce soit efficace pour tout le monde. On a une question de Caroline Razal au niveau des coûts. Ce qu'elle disait, donc, c'est si une ville paie présentement pour la collecte transport, donc ces coûts-là vont rester pour la ville ou ça va être directement payé par IEQ via des redevances? Oui, pour ce qui est de... C'est un nouveau système. Hein? Dans le cadre du régime de compensation, hein, vous savez comment ça fonctionne. Vous payez les contrats, vous faites les déclarations ensuite à Recette Québec. Recette Québec nous envoie le montant. Il y a des délais, on collecte l'argent, on vous envoie la compensation. Au travers de ça, Recette Québec, on fait un calcul de performance et d'efficacité, bon, qui va couper une partie des coûts dans certains cas. Puis bon. Là, on se retrouve dans un système très différent. On va signer des ententes avec quelques 175-200 signataires, on verra au final. Et ces ententes-là bilatérales font en sorte qu'on va vous payer directement, on va vous rembourser directement pour vos coûts de collecte et transport. Donc, effectivement, la ville ou la MRC ou la régie va payer son entrepreneur, mais va nous envoyer ensuite une facture pour que nous, on puisse vous rembourser l'intégralité des coûts de collecte. Oui, il y a encore des questions sur les bacs roulants ou la fourniture des équipements de collecte de bacs. Je pense que ce qu'on peut dire, c'est que l'approche de gestion des bacs avec un fournisseur de services, ça reste à déterminer clairement, mais il y avait une question de savoir si on était pour les avoir par territoire, par région administrative, tout ça. Il y a encore plusieurs éléments qu'on va discuter dans les prochaines semaines. Oui, pour ce qui est de déploiement, justement, puis la conclusion même d'une entente avec des fournisseurs de bacs, ça fait partie des prochains chantiers sur lesquels on va travailler avec Entreprise Québec. Par exemple, pour ce qui est du remboursement des prix unitaires pour les services de réparation, remplacement, distribution des bacs, ça va être en fonction des prix qu'on va obtenir aussi du privé. Et donc, une municipalité qui voudrait le faire localement pourrait le faire, mais ça va être au même prix finalement qu'on va avoir obtenu, nous, avec nos contrats, avec les fournisseurs de services. Donc, tout ça, et vous l'aurez compris, est encore à développer, à raffiner. On a encore un petit délai pour le faire, Dieu merci, mais ça vient vite et on va y travailler très bientôt. On a encore plusieurs questions. On va prendre une dernière question avant de poursuivre la présentation, s'assurer qu'on puisse passer tout le contenu avant la fin du webinaire. Donc, c'est des questions par rapport à la contamination, le fait que est-ce qu'il y a des révisions qui sont considérées, sachant qu'il y a des matières qui vont être retirées du bac pour l'élargissement de la consigne. Donc, qu'en est-il là-dessus? C'est quoi l'impact au niveau de notre vision pour le taux de contamination? Oui, bonne question. Deux éléments là-dessus. Première chose, nous allons exclure du calcul les contenants consignés. Ce qui veut dire que les contenants consignés ne seront ni considérés comme de la contamination, ni comme une matière visée, parce que ce ne sont pas des matières visées dans la REP. Donc, ça ne va pas venir biaiser finalement les résultats pour chaque municipalité. D'une part, ça ne va pas biaiser le résultat. D'autre part, les caractérisations que l'on va faire, ce sera en continu. Donc, chaque année, on va retourner sur le terrain et à la fois en amont, donc bref, ce qui est récupéré dans le bac bleu, mais aussi au niveau des centres de tri, il y aura des caractérisations en continu qui seront faites pour mesurer la composition de la matière, la qualité et le taux de performance aussi du système. Parfait, bien, on va reprendre la présentation, puis il y a plusieurs des questions qu'on va pouvoir garder aussi pour le deuxième bloc de questions-réponses à la fin de la présentation. Donc, je laisse la parole à Mathieu pour poursuivre. Merci, Philippe. Donc, assouplissement. J'ai eu le temps de prendre une gorgée? J'aurais dû en profiter pendant que tu faisais l'intro. Ça va, je vais faire la même chose aussi. Merci. On me dit aussi dans l'oreillette que je parle un peu vite. Je vais essayer de ralentir le débit, mais je vais répondre à toutes les questions. Donc, c'est tentant de... C'est l'enthousiasme. De mâcher les mots, l'enthousiasme aussi. Merci, Philippe. Donc, assouplissement apporté à l'entente et dans son application. Encore ici, on a répondu à plusieurs préoccupations, commentaires que l'on a reçus
de plusieurs organismes municipaux. La fameuse question des camions dédiés. C'est dommage parce que le titre le dit, fait que ça brûle mon punch, mais effectivement, on vous a entendu, on a supprimé l'obligation d'avoir des camions de collecte dédiés pour la première génération des ententes. On sait que c'était un enjeu au niveau de la disponibilité des camions partout à travers le Québec, mais notamment en région, ça nous a été mentionné. Certains organismes municipaux qui ont des camions à la fois en régie interne pour plusieurs voies de collecte. Puis les collecteurs aussi, on les a sondés. Certains semblaient dire que ce n'était pas un enjeu pour eux. D'autres, notamment des plus petits collecteurs, semblaient dire que ça pouvait amener des questions logistiques. Donc, effectivement, la question des camions de collecte dédiés à la collecte sélective a été supprimée des prescriptions de l'entente. Aussi, il y avait la question des matières à côté du bac qui sont permises acceptées par certaines municipalités, proscrites par d'autres. Les bonnes pratiques veulent que, en termes entre autres, de salubrité et d'efficience opérationnelle, que les matières ne soient pas acceptées à côté du bac roulant. Cela dit, on comprenait que ça pouvait demander un certain temps pour faire la transition et donc, comme la plupart des municipalités vont faire la transition avec le nouveau contrat au 1er janvier 2025, on a jugé bon de permettre une période de grâce, donc d'une année, fait que jusqu'au 31 décembre 2025, les municipalités qui en avaient l'habitude pourraient permettre les matières à côté du bac en demandant un prix spécifique pour la première année pour s'assurer qu'il n'y ait pas une surcharge pour les 5 années du contrat. Mais donc, ça permettra effectivement d'informer les citoyens et de les amener à adopter le nouveau comportement, de publiciser le fait, par exemple, que les surplus peuvent être amenés à l'éco-centre pour ceux que c'est le cas, etc. Donc, il y aura cette période de grâce-là d'un an qui va être permis pour les matières à côté du bac. Il y a aussi des possibilités que une municipalité locale à l'intérieur d'un regroupement opère en régie interne. Je le mentionnais à l'instant. Plusieurs municipalités qui ont leur propre camion, qui se demandaient si je me regroupe ou je délègue la compétence à la MRC ou c'est la MRC qui est signataire, qu'est-ce que je fais de mon camion? J'ai une route, ça fonctionne bien, tout ça. Bien, ça sera permis, donc il pourrait y avoir un portrait différent, une MRC qui, 2 ou 3 municipalités, par exemple, qui ont leur propre camion en régie interne. Et évidemment, les coûts seront remboursés aussi pour la régie interne. Aussi, la question des équipements pour les lieux publics extérieurs. Initialement, on n'avait pas permis d'ajouter des équipements dans les lieux publics extérieurs. Pas pour mal faire, c'est parce que le gouvernement nous prescrit l'obligation de produire un plan de dessert des lieux publics extérieurs dans les 3 ans suivant notre désignation, donc essentiellement d'ici l'automne 2025, et nous donner 2 ans de plus pour déployer ce plan-là pour le 2/3 des municipalités de plus de 25 000 habitants. Donc, on voulait éviter que ça parte dans tous les sens. On nous a fait valoir, je pense que ça tient la route quand même, que dans certains cas, par exemple, pour le remplacement d'équipements ou encore l'installation d'une nouvelle poubelle dans un parc, le citoyen s'attend maintenant à ce qu'il y ait un bac de récupération aussi à côté. Donc, ça n'aurait pas de sens de juste ajouter des poubelles. Donc, on s'est rallié à ces arguments-là. Donc, ce sera possible, sur demande, évidemment, d'installer des nouveaux équipements dans les lieux publics extérieurs. Il y avait aussi la question de l'adjudication avec évaluation qualitative qui sera permis dans certains cas. Donc, vous avez vu dans l'entente, pour ceux qui l'ont lu, certains critères qui permettront à des municipalités, entre autres, qui le faisaient déjà et pour que ça fonctionnait bien, de procéder en mode d'adjudication avec l'évaluation qualitative, donc de ne pas simplement recourir au plus bas soumissionnaire conforme. On a aussi ajusté la question des jours de collecte. En fait, initialement, il y avait une option où IEQ imposait les jours de collecte. On a ajouté de la souplesse dans ces modalités-là. Vous verrez les détails dans l'entente. On a aussi ajouté la possibilité d'adapter le matériel de sensibilisation au matériel existant de l'organisme signataire. Donc, en gros, si vous avez déjà, par exemple, du matériel pour l'intervention sur le terrain, que vos patrouilles interviennent non seulement pour la collecte des matières recyclables, mais pour d'autres matières, vous pourriez intégrer le contenu développé par IEQ à ce matériel-là plutôt que de devoir utiliser du matériel créé ex nihilo par Éco-entreprise Québec.
Puis, il y avait aussi une considération de certains organismes municipaux signataires moins populeux. Philippe, tu le mentionnais tantôt, par exemple, certains MRC, je pense à nos amis de la Mingani, bonjour Martin, c'était là, qui ont une population de, je pense, 6400 habitants, là, peut-être je suis far off. C'est certain que le regroupement hein, pour la MRC de Mingani, avec qui que ce soit, on oublie ça. Et c'est certain qu'au niveau des montants de compensation pour la diffusion d'informations et pour les activités de gestion qui sont prescrits par l'entente, les montants par unité d'occupation, ça ne tenait pas la route parce que les besoins sont quand même là, même si le nombre d'habitants est plus faible. Donc, on est venu ajuster ça, vous verrez ça à la dernière page de l'entente. Il y a un montant forfaitaire minimal qui va être payé, remboursé comme compensation aux organismes municipaux moins populaires. Encore une fois, dans les assouplissements à apporter, il y a le retrait des pénalités en cas de défaut. Élément majeur, s'il en est un. On veut encore une fois être en mode partenariat pour la première entente. Donc, ça a été vraiment uniformément retiré de l'entente. La gradation des mesures correctives, on nous a fait part, entre autres les assos municipales nous mentionnaient qu'il fallait prévoir une gradation et on y adhère tout à fait. On ne l'avait pas écrit initialement, mais c'était notre intention dès le début. Qu'évidemment, s'il y a un défaut à l'entente ou les bonnes pratiques ne sont pas employées telles que prévues à l'entente, on va être en mode plus accompagnement. C'est le dernier item sur le diapo qu'en mode intervention dès le début. Une approche plus collaborative aussi pour l'octroi du contrat. Donc, on va être en mode accompagnement, encore une fois, je le répète. On a allongé les délais aussi pour fournir les preuves de l'endroit au paiement des EQ. On nous avait dit que 6 mois comme limite, c'était trop court. Donc, on a allongé ça à 12 mois. Donc, on a fait le tour des assouplissements qu'on proposait, les grandes lignes des assouplissements. C'est certain qu'il y en a plusieurs, là, comme mentionnait tantôt Mathieu d'entrée de jeu. Il y en a plus de 150 qui ont été faits. On vous a présenté les grands assouplissements importants lors des dernières diapos. Je vais quand même vous rappeler les éléments, les fondements de l'entente qui restent, qui tiennent encore la route pour la suite. Le premier point qui est vraiment important, c'est les contrats distincts essentiels pour les producteurs pour qu'on puisse payer une part clairement établie pour les services de collecte et de transport de matières recyclables. Donc, ce que ça veut dire, c'est que vous pouvez faire un processus d'appel d'offres qui pourrait combiner les 3 voies. On est conscient que dans certains cas, si vous avez par exemple un seul soumissionnaire, on ne veut pas tomber dans une situation où est-ce qu'on met en péril tous vos services de matières résiduelles parce qu'on a une exigence de faire un appel d'offres distinct. Et donc, l'appel d'offres distinct en tant que tel, on l'a mis de côté. Ce qui est important pour nous, par contre, c'est qu'un contrat, suite à l'appel d'offres, soit distinct pour les matières recyclables. Donc, vous pouvez faire un appel d'offres combiné sans aucun enjeu pour s'assurer à ce moment-là que vous puissiez préserver le climat concurrentiel ou gérer les enjeux que vous avez dans votre région. Mais encore une fois, le contrat, l'aspect légal qui va suivre l'appel d'offres va devoir être distinct pour la partie des matières recyclables. Donc, pour nous, c'était un équilibre à aller chercher pour éviter de ne pas tomber dans des situations qui seraient très problématiques pour certaines régions, mais en même temps, d'un point de vue contractuel, on veut s'assurer de pouvoir bien comprendre les coûts et de ne pas donc être, par exemple, à la merci d'un collecteur qui déciderait du mélange de combien est payé par chaque collecte. On a besoin vraiment d'avoir un montant clair, identifié au contrat. Puis au niveau financier, c'est sûr qu'encore une fois, le remboursement des coûts, la prise en charge de la fourniture de bacs, ça reste la même chose que ce qu'on vous avait proposé. Donc, on continue de prendre en charge ces détails-là. Puis, en soi, ces 2 points-là, c'est quand même des gros points positifs par rapport au régime de compensation, comme je vous en avais parlé plus tôt dans la présentation. Puis au niveau de la prochaine, des autres éléments, là, des fondements importants de l'entente, un des points peut-être à considérer là, sur la prochaine diapo, Mathieu, c'est donc tout ce qui touche l'ISée. On va donc avoir des simplifications.
de directives de tri pour les citoyens. On va produire du matériel, une boîte à outils qui va être produite pour tous les organismes municipaux. On va beaucoup plus simplifier le message, dire c'est un contenant, c'est un emballage, c'est un imprimé, c'est dans le bac. Les autres matières, même si c'est fait en plastique, même si c'est fait en métal, ça ne fonctionne pas. Donc, tous ces éléments-là, l'optimisation des pratiques de collecte, tout ça, c'est toutes des choses qui continuent de faire partie de l'entente, qui sont des fondements qui n'ont pas changé malgré tous les changements qu'on a réalisés au cours de l'été. Mathieu, je vais te laisser parler un peu rapidement du formulaire de personnalisation, puis on pourra répondre aussi en même temps pour répondre à une question qu'on a reçue, qui était de savoir quel organisme municipal a remplir ce formulaire-là. Est-ce que c'est l'organisme regroupé ou c'est les organismes qui ont actuellement la compétence qui doivent remplir ce formulaire-là? Oui, c'est une bonne question, effectivement. Le formulaire, en fait, les formulaires de personnalisation des annexes de l'entente, plusieurs sections. La première section à compléter, c'est la section B, en fait, qui identifie le signataire potentiel de l'entente. Je dis signataire potentiel parce que je sais que pour certains d'entre vous, vous êtes en processus de regroupement, de délégation. Ce n'est pas encore confirmé qui sera le signataire. À ce moment-là, ce qu'on vous invite à faire, c'est quand même d'identifier le signataire potentiel et d'indiquer effectivement que c'est un signataire potentiel, qu'on puisse poursuivre les échanges effectivement avec un intervenant et qu'on puisse aussi s'assurer que vous êtes effectivement dans une démarche en vue de vous regrouper pour l'entente. Ensuite de ça, bien évidemment, pour la description des services de collecte porte à porte et en écocentre, l'organisme signataire potentiel peut ensuite venir compléter ces sections-là. Une des questions qu'on a reçues, est-ce que, par exemple, chaque municipalité membre, par exemple, d'un éventuel regroupement peut ou doit venir compléter les sections C ou D? Ça peut être permis dans certains cas spécifiques. On va le gérer au cas par cas, donc on vous invite à communiquer avec nous pour qu'on puisse vous le permettre. La seule mise en garde que je vous fais, c'est qu'au final, il y aura une seule entente signée avec, par exemple, le regroupement ou la régie, par exemple. Dans le cas d'une régie ou la MRC, le cas échéant, il faudra que ces informations-là soient consolidées et que ça balance. Donc, on va compter, il va falloir compter sur vous pour s'assurer effectivement que les chiffres, au final, soient les chiffres de l'ensemble du regroupement et non pas un collage de chiffres locaux qui, peut-être, au final, pourrait ne pas balancer. Je vois. Désolé, ma batterie a lâché. Donc, ça fait partie des choses de la vie. On est en audio. Oui, c'est ça, on est en audio. Je suis juste à côté ici, mais on ne voit pas à cause du fond d'écran. Donc, pour le temps qu'on puisse avoir un fil pour me brancher, parce que la batterie a coupé d'aller 2 fois plus vite que ce qui se passe normalement. Je vais poursuivre avec la diapo prochaine. Oui, c'est bon, je t'en prie. Oui. Oui, donc en fait, désolé si vous ne me voyez pas sur l'écran, ça va venir. Au niveau du calendrier des prochaines étapes, donc vous voyez qu'on entre vraiment dans la période de discussion, de signature, la période d'intensité de discussion-signature pour avec la version finale de l'entente cadre. Donc, on va avoir en parallèle aussi la poursuite de la tournée des municipalités, surtout au mois d'octobre. Donc, certaines régions, vous allez revoir notre PDG qui va aller rencontrer vos élus et vos gestionnaires pour pouvoir continuer la discussion avec eux. Vous voyez qu'on a un nouveau, encore une fois, naturellement, si le règlement finalisé paraît dans les prochaines semaines et qu'on garde toujours la date du 7 novembre, ce sera le nouveau terme qui est fixé pour compléter les conclusions d'entente et pour le début de la période de médiation. Encore une fois, ce n'est pas coulé dans le béton. Si au 7 novembre, on a des très bonnes discussions qui avancent avec certains organismes, ça va continuer, par contre, dans des situations où est-ce qu'on aurait un blocage, mais on pourra à ce moment-là voir de passer en médiation. Donc, la date n'est pas coulée dans le béton. C'est le point qui est important à garder en tête. La prochaine, Oui. Parfait.
Donc, on disait précédemment, les signataires potentiels sont invités à accéder à notre plateforme. Et souligné, c'est parce qu'il y a un lien qui est cliquable. Donc, dans la présentation qu'on vous a envoyée, pour cliquer sur le lien, c'était aussi dans les lettres qu'on vous a transmises le 8 août dernier, où vous pourrez à l'annexe B confirmer le nom de l'organisme signataire ou signataire potentiel et les municipalités visées par l'entente, donc membres de votre regroupement, municipalité constitutive de votre MRC, etc. Et puis, nous, de notre côté, on va vous confirmer ensuite qu'on a bien reçu le nom du signataire et que, évidemment, le regroupement correspond effectivement à nos objectifs par rapport au regroupement. Vous savez, on a l'obligation que l'ensemble du territoire soit desservi. Donc, on va s'assurer, évidemment, que dans les regroupements, il n'y a personne qui soit oublié derrière. Et puis ensuite, compléter le reste du formulaire de personnalisation, comme on le disait tout à l'heure, où là, vous allez venir indiquer le nombre d'unités d'occupation à desservir, la desserte des CI, et s'il y a des dérogations, des ajustements spécifiques à apporter à l'entente pour votre territoire. À ce moment-là, c'est dans le formulaire de personnalisation que vous allez pouvoir adresser la demande. J'ai un petit retour de son. Merci, Philippe. Tu es de retour avec nous. Évidemment, on le disait, les municipalités non regroupées sont invitées à poursuivre les discussions afin de trouver une approche de regroupement qui s'applique, qui convienne à votre territoire. Il y a énormément de démarches en cours. Je ne peux pas saluer, souligner toutes les démarches qui sont déjà en cours, mais et des modèles très différents d'entente intermunicipale, de régie, de délégation au MRC. Il y a vraiment plusieurs initiatives en cours de route. Donc, encore une fois, si vous souhaitez qu'on puisse vous orienter vers d'autres municipalités qui l'ont fait ou qui sont en train de le faire et vous en inspirer, ça nous fera plaisir de le faire après l'échange à l'adresse modernisation@eq.ca. Puis, comme je le mentionnais, on le mentionnait plus tôt, encore une fois, on est très flexible. S'il y a des organismes municipaux qui ne sont pas encore regroupés, on s'attend minimalement à ce que vous nous signifiez votre intention de vous regrouper de manière officielle en septembre ou en octobre. Mais si la structure qui va gérer le regroupement reste à confirmer, vous pouvez nommer un représentant à mandater pour signer l'entente avec nous. Et par la suite, on pourra toujours changer le nom de l'organisme au contrat, si c'est une régie, un MRC ou peu importe comment vous voulez l'appeler. Dans un deuxième temps, on sait que ça peut prendre du temps de pouvoir travailler au regroupement et donc on va vous laisser le temps de faire ça. Aucun enjeu sur ce point-là. Et comme le mentionnait Mathieu, vous pouvez communiquer avec nous à l'adresse courriel modernisation. On vous demande simplement d'être patient pour la réponse. On reçoit en moyenne une trentaine de réponses, une trentaine de questions par jour. Et donc, comme les membres de notre équipe travaillent également à vous rencontrer pour le processus de signature, mais ça pourrait prendre quelques jours avant de répondre à vos questions. L'intention n'est pas volontaire de prendre le plus de temps possible, mais on a malheureusement une équipe qui est déjà extrêmement efficace, mais quand même limitée. On n'a pas un centre d'appel complet pour répondre à vos questions. Finalement, on passe à la dernière diapo, Mathieu. Oui. Donc, c'est la diapo vraiment de conclusion. Ce qu'il faut retenir, donc, la modernisation, la transformation de la collecte sélective est bien enclenchée. On va de l'avant. On veut s'assurer aussi que vous sentiez que vous êtes des parties prenantes, des partenaires essentiels, privilégiés de Éco-entreprise Québec dans cette grande transformation-là. On est conscient que vous avez pu percevoir qu'on pouvait paraître téméraire ou donner l'impression qu'on allait un peu vite jusqu'à maintenant. C'est vrai que c'est quand même beaucoup en peu de temps à gérer, beaucoup d'échéanciers, tout ça, mais on tient mordicus à ce que vous voyez comme un partenaire essentiel parce qu'on vous voit également comme des partenaires essentiels pour la suite. Dans les prochaines semaines, donc, dans vos modes de gestion des matières résiduelles, chacun dans votre territoire, on vous invite à continuer à préparer le changement qui se profile à l'horizon. N'hésitez pas à informer le plus possible vos élus aussi des prochaines étapes, des implications pour vos organisations. La tournée qu'on a eue jusqu'à maintenant auprès des municipalités démontre qu'il y a parfois de l'incompréhension chez les élus face au projet de modernisation. Donc, c'est important que l'information se rende à eux. C'est surtout notamment important de vous assurer qu'ils comprennent bien que les modifications à la collecte sélective et la consigne élargie sont deux dossiers séparés, deux organismes indépendants qui gèrent l'un et l'autre. On se parle, mais au-delà de ça, on a quand même deux mandats différents.
Alors, des fois, ça peut être difficile étant donné que c'est deux grosses réformes qui apparaissent en même temps, de ne pas nécessairement mêler les deux dossiers, mais on est vraiment deux organismes distincts. Et donc, au niveau des prochains mois, notre équipe va avoir l'occasion de vous rencontrer en personne sur le terrain lors d'événements. On pense par exemple à la COMAC ou au congrès de la FQM en septembre. N'hésitez pas à venir nous voir, discuter avec nous, nous poser des questions. On est là pour ça. On est tout à fait enthousiaste de pouvoir avoir cette discussion-là avec vous. Puis comme je mentionnais tantôt, notre PDG va poursuivre sa tournée cet automne. Et donc, le dialogue est ouvert. C'est le meilleur instrument pour réussir cette grande transformation-là. On va aussi beaucoup du temps que vous avez pris pour écouter la portion présentation du webinaire et on va maintenant passer au dernier bloc de questions-réponses pour les 10-12 minutes qui restent avant la fin prévue de l'horaire du webinaire. Donc, il y avait quand même quelques questions que je voyais qui entraient avant que je perde ma connexion. On a eu notamment une question sur, donc, est-ce qu'il y a des personnes ressources qui vont être assignées pour la gestion des ententes, qui vont être assignées aux municipalités? Est-ce qu'on a pensé à comment on va fonctionner de ce point de vue-là? Chez EQ, est-ce qu'on va avoir des personnes dédiées à chaque entente ou c'est quelque chose qui est… Oui, bien, on a évalué deux options, effectivement. La première, je réponds à toutes les demandes. On a vu que je ne fournissais pas, donc un clin d'œil pour toi, Marie-Josée. Blague à part, effectivement, il y aura des personnes responsables de différents porteurs de différents dossiers. Donc, bref, vous aurez une personne attitrée pour faire le suivi à la fois du formulaire de personnalisation et éventuellement la signature de l'entente. D'ailleurs, en mode recrutement en ce moment pour compléter notre équipe. Mais blague à part, oui, à terme, il y aura une personne assignée à chacune des ententes. On a une question de Louis Tremblay qui est dans le cas où une MRC refuse d'agir comme signataire, comme instance de regroupement ou qu'il n'y a pas de municipalité, qu'il y a une municipalité qui veut se regrouper. Est-ce que c'est obligatoire de se constituer une régie ou est-ce qu'on pourrait simplement avoir un regroupement de municipalités pour gérer l'entente? Oui, c'est une bonne question. Effectivement, le modèle de regroupement, d'entente intermunicipale est tout à fait acceptable. On a quelques municipalités qui ont choisi cette voie-là tout récemment, qui sont en train de conclure des ententes intermunicipales pour la gestion de la collecte active. Donc, la MRC n'a pas nécessairement à être impliquée si ce n'est pas le modèle qui convient à votre région. C'est sûr qu'on a une préoccupation en complément à la réponse, s'assurer qu'il ne reste pas de municipalités orphelines ou même parfois on oublie les TNO. Hein. On le sait que sur les TNO, territoires non organisés, on peut retrouver par exemple des camps de chasse ou peu importe. Donc, il faut s'assurer, nous, de couvrir la totalité du Québec. Donc, on vous invite à ne pas oublier de petits voisins ou voisines de municipalités ou territoires non organisés qui ne ferait pas partie du regroupement, ça va permettre de s'assurer que tout le monde a accès à la collecte active. On avait des questions qui touchaient tout ce qui est le hors-foyer au niveau du mobilier, de tout ce qui vient avec les contenants en tant que tels. On pense aux plateformes en béton, toutes ces choses-là. Qu'est-ce qu'il y en est exactement? Est-ce que le périmètre de ce que nous, on va assumer comme coût associé au hors-foyer, est-ce qu'on pourrait le détailler un peu plus? Tout à fait. Dans le fond, je vais résumer grossièrement, puis on pourra ensuite avoir des échanges bilatéraux avec vous pour préciser ça dans vos cas particuliers. C'est sûr que tout ce qui est d'une dépense d'immobilisation, comme un aménagement de terrain ou autre, ne fera pas partie des frais assumés par EQ, mais après ça, tout ce qui est équipement, la collecte, les pictogrammes, les autocollants d'identification, tout ça, ça fait partie effectivement du champ de responsabilité des EQ et donc nous allons assumer les factures pour ces dépenses-là. Question. Juste un instant, on regarde pour voir si on a toutes les questions qu'on est en train de regrouper, voir s'il nous en manque. Au niveau des questions sur l'ISée, pour le remboursement, donc, une municipalité va devoir comptabiliser toutes ses activités en lien avec la collecte sélective par unité d'occupation. C'est quoi?
qu'est-ce qui est prévu comme façon de fonctionner pour une municipalité au niveau de remboursement des activités d'ISée? Est-ce qu'il va falloir que ce soit une tâche administrative très complexe? Est-ce que tu pourrais donner une idée, Mathieu, de qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire pour une municipalité qui cherche à se faire rembourser ses coûts pour les activités ISée? Oui, ben en fait, les modalités de compensation qu'on a retenues dans l'entente, c'est vraiment une compensation pour les activités d'ISée. Donc, vous avez vu à la dernière page de l'entente, il y a un tableau, l'annexe H, qui vient présenter les montants alloués par unité d'occupation pour certaines activités, par exemple pour la diffusion d'informations pratiques, les services à la clientèle, bien, il y a un montant qui est prévu de 1,16 $ par unité d'occupation. Donc, sur présentation, évidemment, de documents qui attestent que vous avez réalisé les activités, la compensation sera versée. L'idée derrière ça, c'est qu'on ne voulait pas se mettre à vérifier, à pu finir, et c'était une préoccupation aussi des municipalités, de ne pas avoir un suivi administratif trop lourd. Donc, plutôt que de se mettre à vérifier des factures très spécifiques à chacun des organismes municipaux pour les dépenses associées à l'ISée, on y va sur une base d'une compensation pour les activités réalisées. Une question de base sur le remboursement des coûts, justement. Est-ce que les coûts collecte transport, services de première ligne vont être payés directement à chaque municipalité ou à l'entité regroupée avec laquelle on a le contrat? Oui, les paiements seront faits à l'entité regroupée avec qui nous aurons le contrat. Puis finalement, on va prendre une dernière question avant que on laisse la parole à Simon, qui doit pouvoir annoncer le prochain webinaire. Donc, si on regarde, si on a des délais qui sont courts au niveau pour aller en appel d'offres ou octroyer le contrat, est-ce que c'est possible de repousser le début de l'entente prévu au 1er janvier 2025 dans certains cas, par exemple au 1er février ou au 1er mars, pour laisser suffisamment de temps pour le processus d'appel d'offres avec le collecteur? Tu finis avec une belle question, Philippe. Ouais, pas facile. Tu l'as évoqué un petit peu d'entrée de jeu. Les délais sont fixés par le règlement et par le gouvernement. Donc, vous savez, il y a une consultation tout récemment sur un amendement au projet de règlement. Je sais que certains d'entre vous m'ont confié avoir partagé des observations. On a fait de même aussi. Mais au final, le délai prescrit par le règlement, par la loi et par le règlement demeure. Donc, la date du 1er janvier 2025 demeure la même. Ce que prévoit le projet de règlement pour le moment, c'est de repousser de 2 mois. Donc, au 7 novembre plutôt qu'au 7 septembre, la date d'échéance pour conclure des ententes avec entre les organismes municipaux et les Entreprises Québec. Mais la date du 1er janvier n'a pas été changée par le gouvernement. Voilà. Merci d'avoir participé à ce webinaire-là. On est conscient qu'il y a encore beaucoup de questions qui restent. Je vais laisser la parole à Simon pour compléter, pour annoncer le prochain webinaire qui doit arriver dans les prochaines semaines. Donc, Simon, je vais te laisser la parole. Ou Jessica, peut-être plus, désolée. Dans le fond, je voulais simplement commencer par vous remercier pour cette présentation, messieurs. Ça a encore une fois suscité beaucoup de questions. On vous remercie aussi les gens qui sont dans la salle pour votre présence aujourd'hui puis votre participation active lors des périodes de questions. J'espère sincèrement que ces webinaires vous ont été utiles et vont vous permettre d'opérer une transition plus harmonieuse vers ce nouveau système de collecte sélective. Puis on vous donne rendez-vous en fait le 19 septembre prochain pour le 5e webinaire qui portera sur le formulaire préalable aux annexes de personnalisation de l'entente cadre. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine. Merci, Jessica. Merci.